Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous allons parler santé ce matin à cette rubrique avec notre invité. C'est le docteur Gédéon Gelin. C'est un cardio-gériatre, diplômé de l'Université Sorbonne, docteur en médecine de l'Université d'État d'Haïti, praticien hypertension, diabète et stroke. Il est avec nous ce matin pour partager ses expériences, pas ses connaissances, mais au moins ses expériences, je dirais, et aussi pour nous faire des révélations sur bien des choses. Nous l'accueillons pour la première fois sur le plateau de la rubrique Le Point, dans un contexte particulier où l'on parle aujourd'hui de trafic d'organes qui prend de la proportion actuellement en Haïti. Bonjour docteur Gédéon Gelin, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell, et merci, et je suis heureux d'avoir l'opportunité de pouvoir m'adresser à vos auditeurs. Merci surtout d'avoir répondu promptement à notre demande. Merci de m'avoir invité également. Merci. Alors, je l'ai dit en vous introduisant, docteur, que vous êtes cardio-gériatre. Par définition, dans cardio, on voit cœur, et gériatre, on voit l'âge avancé, on voit vieillesse. Et la combinaison serait quoi? La cardio-gériatrie, c'est la cardiologie des personnes âgées. La cardiologie des personnes âgées. Par euphémisme, disons la cardiologie pour ceux qui avancent en âge. À partir de quel âge? Quelle catégorie qui vous intéresse? Et définir l'âge est extrêmement difficile parce que vous avez l'âge chronologique, vous avez l'âge biologique. Quelqu'un qui est né en 1960, il a 65 ans. Non, 1960, 64 ans. 64 ans. Mais s'il fait des exercices physiques régulièrement, peut-être que son âge biologique, c'est 45 ans. Il y a des gens qui ont 70 ans, qui sont beaucoup plus jeunes. 50 ans. Ce qui fait que, en théorie, même si on dit que le troisième âge, c'est à partir de 65 ans, mais à partir de 50 ans, le cœur commence à vieillir. Vous êtes en train de nous dire, docteur, on peut être plus vieux aussi et que l'âge n'aurait rien à voir. Autrement dit, j'ai 50 ans, mais je suis plus vieux qu'une personne de 70 ans. Est-ce que ça peut arriver? Non. L'âge a certainement beaucoup à voir avec le vieillissement, mais je vais relativiser. Je relativise et il faut toujours voir l'âge chronologique et l'âge biologique. Ça c'est fondamental. Il y a des gens qui ont 50 ans et qui sont déjà des vieillards. Il y a des gens qui ont 65 ans et qui physiquement tiennent toujours, font des exercices physiques et ont un cœur qui fonctionne à merveille. C'est ça que je veux dire. Mais, brièvement, on peut dire que la cardio-gériatrie, c'est pour le troisième âge. Vous avez combien d'années d'expérience, docteur? Je suis médecin, je suis un vieux médecin. Je suis médecin depuis 1992. Et ça vous fait une trentaine d'années? 32 ans. Et comment sont les relations entre vos proches et vous? Et je ne saisis pas bien la question, mais je vais essayer d'y répondre. Quand vous dites... Proches, je parle des membres de votre famille. Est-ce que vous êtes pour eux la seule référence? Et vos amis aussi, est-ce que vous êtes la référence? Si oui, pourquoi? Cela peut paraître bizarre, mais mon père, quand il vivait, dès qu'il tombait malade, il m'appelait. Ma maman également, mon frère. Laissez-moi essayer de répondre à cette question autrement. En général, les gens aisés dans ce pays, quand ils tombent malades, ils partent pour l'étranger. Moi-même... C'est l'inverse. C'est exactement l'inverse qui se passe pour moi, et avec ma famille, et avec mes amis. Et je prends l'exemple de mon frère Onel. Ça fait 3 ans, Onel ne se portait pas bien du tout. Il avait les poumons complètement obstrués,
à la radiographie, c'était un poumon blanc, eh bien, l'avion ambulance l'attendait. Non, j'ai refusé de laisser partir mon frère parce que je savais qu'il allait mourir aux États-Unis. Les Américains peuvent faire une chirurgie cardiaque mieux que nous, mais pour les pathologies infectieuses, nous sommes certainement mieux formés. Ça, je le dis, je le maintiens. J'ai fermé ma clinique à Bernier. Eh bien, j'ai gardé mon frère pendant 3 semaines. Je l'ai traité. Ce que je veux dire, c'est que nous devons identifier nos forces et nos faiblesses. Je prends mon domaine de spécialité, qui est la cardio-gériatrie. Tout cardiologue, tout cardio-gériatre qui se respecte doit maîtriser l'électrocardiogramme de base. Et je vais même plus loin. Un interniste qui se respecte doit maîtriser l'électrocardiogramme de base. La chirurgie cardiaque, nous ne l'avons pas encore dans ce pays, mais les choses de base, nous savons les faire. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est de transmettre ce savoir et ce savoir-faire aux jeunes médecins de la périphérie pour que, vous voyez, la cardiologie, qui devient, enfin, qui est l'une des spécialités les plus importantes, enfin, actuellement, parce que les gens meurent beaucoup, n'est-ce pas, à cause des pathologies cardiaques. Donc, ce transfert de savoir-faire doit être fait. Mais les professionnels de la santé doivent vouloir... Il y a cette valorisation qui manque. Donc, nous devons valoriser le personnel de santé, donc nous assurer également que la qualité sera toujours au rendez-vous, donc de manière à nous assurer que la prise en charge des patients se fera correctement. Mais vous enseignez aussi? J'ai enseigné pendant de longues années à la faculté de médecine, mais aujourd'hui, je me définis comme un professeur itinérant. Si quelqu'un qui est à la tortue, un médecin de la tortue souhaite bénéficier d'une formation en cardiologie de base, dès que j'ai l'opportunité, je prends le premier vol, je débarque à Port-de-Paix, je vais à la tortue, je passe 8, 10, 15 jours et je fais un transfert de compétences à ce monsieur. Donc, je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus heureux, n'est-ce pas, pour faire ce transfert de compétences au lieu de rester dans des salles de cours avec des étudiants. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus pratique. Et ça permet de sauver beaucoup plus de vies. De même, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne la sonographie générale. Aujourd'hui, à l'hôpital Beraka de Port-de-Paix, nous avons un médecin, et le docteur Poult. C'est lui qui fait la sonographie, mais il y a 3 ans, il y a 4 ans, on ne faisait pas de sonographie à l'hôpital Beraka. Et je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? C'est grâce au docteur Paul que ma maman a pu, n'est-ce pas, vivre assez longtemps. C'est lui qui avait identifié un épanchement péricardique. Moi, je dis que les vieux médecins, ceux qui ont le savoir et le savoir-faire et dans le domaine de la médecine, ils doivent transmettre ce savoir et ce savoir-faire aux jeunes médecins. Moi, je pense que c'est... Vous avez dit épanchement? Épanchement péricardique. C'est-à-dire, et si je peux m'exprimer autrement, il y a de l'eau qui entoure le cœur. C'est pour ça que Ce qui est différent de l'épanchement pleural. De l'épanchement pleural. Et moi, donc, j'ai 2 objectifs à travers le projet que je monte, développer la cardiogériatrie. Donc, le cœur du projet, c'est à Delma 6, le centre de cardiogériatrie. Là, je vois des patients. Nous avons le projet de la Vallée. Nous avons déjà formé le staff de la Vallée. Et je peux vous dire qu'il y a 3 jours, il y a une infirmière de la Vallée dont la maman ne se portait pas bien. Elle m'avait appelé, elle a fait l'électrocardiogramme, elle a lu l'électrocardiogramme de base et elle m'a appelé. Non, lu et interprété. Lu et interprété. J'ai seulement fait certaines petites corrections. Parce que quand même, maîtriser l'électrocardiogramme, ça prend du temps. Mais au moins, elle a des notions de base solides. Donc, elle a fait des examens de base pour sa maman, elle a fait l'électrocardiogramme. Quand elle s'est rendue compte qu'il y avait une petite anomalie, elle m'a appelé et on a fait une consultation par vidéoconférence et maintenant la maman se porte bien. Donc, moi, je pense que non seulement nous devons former nos jeunes médecins, les infirmières, nous devons les valoriser et autant que faire se peut, nous assurer qu'en périphérie, vous voyez, les jeunes seront assez compétents pour prendre en charge les pathologies cardiaques. Comme je l'ai dit au début de l'interview, docteur, aujourd'hui on parle souvent de trafic d'organes en Haïti. Avez-vous une idée de la situation aujourd'hui? Bon, évidemment, dans le monde, on sait que c'est un marché très, très lucratif. Je voudrais, avec vous, chercher à comprendre, à savoir qu'est-ce qui se passe chez nous. Est-ce que, comme les médias internationaux l'ont indiqué, c'est un marché florissant, effectivement, aujourd'hui, à la faveur du pullulement des gangs armés. Quelle est la situation de votre point de vue personnel? En toute humilité, je ne peux pas vous dire que je connais la situation. Mais je vais vous raconter une anecdote.
Cela fait peut-être 5 ans. Et j'avais appelé une amie qui malheureusement n'est plus. Dieu l'a déjà appelé. C'était le docteur Yolène Surena. J'ai appelé Yolène pour lui dire, Yolène, tu sais ce que je constate? De temps en temps, je vois des patients qui ont été opérés pour autre chose, mais il leur manque un rein. J'ai fait cette remarque à Yolène Surena, ça fait peut-être 5 ou 6 ans. Qu'est-ce qui pourrait se passer, docteur? Je ne peux pas vous dire, mais ce qui est certain, c'est que le rein a été enlevé. Donc, je souffre de quelque chose qui n'aurait rien à voir avec mes reins. Je ne souffre pas d'insuffisance rénale. J'ai peut-être un problème cardiaque qui exige une intervention et le chirurgien profite de son intervention pour m'extraire un rein. Est-ce que c'est une thèse probable? Est-ce que c'est ça la possibilité? Et personnellement, je pense que c'est dans l'ordre des choses possibles parce que c'est un commerce très lucratif. Je ne peux pas être né avec un rein? On vit sans problème non, avec un on rein. vit. Non, moi, à la naissance, je suis né. Est-ce que ça se fait jamais? Je ne m'hasarderai pas à répondre à cette question. Je préfère la laisser aux pédiatres et aux généticiens. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de temps en temps, je voyais des patients et il leur manquait un rein. J'en ai longuement parlé au docteur Yolène Surena, ça fait 5 ou 6 ans. Est-ce que le problème est d'une grande ampleur? Je ne sais pas. Mais personnellement, j'ai fait ce constat et non seulement j'en ai parlé au docteur Yolène Surena, j'en ai parlé à plusieurs amis. De temps en temps, je voyais des patients. Mais docteur, de temps en temps? De temps en temps. Ça pourrait vouloir dire... Et particulièrement des patients qui venaient de l'étranger et qui allaient me voir à Pernier. Parce que j'étais à Pernier, avec l'insécurité qui sévit à Pernier, j'ai migré vers le sud-est. Ensuite, je viens de m'installer comme cardio-gériatre à Delma-6 et au centre Vivre Ensemble. Et parallèlement à la cardio-gériatrie, je continue de pratiquer la sonographie générale que j'enseigne. Les jeunes médecins ils viennent me voir régulièrement pour se perfectionner en sonographie générale. Je n'ai pas encore vu, vous voyez, ce genre de cas à Delma-6. Mais je savais voir des patients qui avaient un seul rein à Pernier. Est-ce que... Mais comment vous voyez? C'est à travers la sonographie ou bien... La sono vous montre les reins. La sono vous montre les deux reins. Vous voyez le rein gauche, vous ne voyez pas le rein droit. Vous voyez le rein droit, vous ne voyez pas le rein gauche. C'est évident. Après avoir fait cette observation, avez-vous posé des questions aux patients? À savoir, est-ce qu'ils avaient eu un problème au niveau de leur rein? Est-ce qu'ils savaient aussi qu'il leur manquait un rein? Je pose systématiquement cette question. Et leur réponse, c'était quoi? Par souci d'honnêteté. Non, ils ont été opérés pour autre chose. Ils ont été opérés pour autre chose. Systématiquement, je pose cette question par souci, question d'honnêteté et de probité. Là, vous êtes en train de nous dire que c'est pas nouveau, quoi. Non, c'est pas nouveau du tout. C'est pas nouveau du tout. C'est pas nouveau du tout. Et je me rappelle, j'avais vu une dame, il lui manquait un rein. Le mari devait se faire opérer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé un médecin ami et demandé au chirurgien d'autoriser ce médecin ami à observer l'intervention chirurgicale. Donc là, c'est en guise de prévention? Aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. Aux États-Unis. Et en Haïti, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire en Haïti? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il est de la responsabilité du ministère de la Santé d'aborder ce problème et de voir comment le résoudre. Et docteur, vous maintenez ce que vous dites là ce matin, c'est plus que vrai, vous avez observé... J'en ai parlé au docteur Yolène Surena, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Elle n'était pas encore morte. J'ai appelé Yolène pour lui dire, Yolène, de temps en temps, je vois des patients, particulièrement des patients qui nous viennent des États-Unis, et il leur manque un rein. J'ai fait cette observation, ça fait longtemps déjà. OK. Maintenant, pourquoi vous partagez cette information avec nous? C'est justement à la suite de ce reportage qu'on a réalisé. J'ai écouté votre émission hier, et puis je vous ai envoyé une petite note pour vous dire, voilà, je savais, enfin, faire cette observation à Pernier. Maintenant, docteur, dites-nous, est-ce que c'est possible que les gens s'adonnent aujourd'hui à cette pratique sans tenir compte je dirais, de tout ce que cela requiert pour un type d'intervention de ce genre?
Ou encore pour des interventions de ce genre? Là encore, je vous dirais que je ne vais pas m'hasarder à essayer de répondre de manière précise à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au Moyen-Orient, c'est courant. Au Moyen-Orient, c'est courant. C'est un commerce extrêmement lucratif. Les gens n'ont pas d'état d'âme. Oui, mais ça, c'est volontaire, docteur. Oui, mais donc les gens acceptent de vendre un rein pour se payer, par exemple, leur formation, une voiture, une maison, dépendamment du besoin de la personne en question. Oui, mais si je peux exprimer ainsi, on vole les reins des gens également. Ça se fait dans de nombreux pays. C'est un commerce extrêmement lucratif. Maintenant, c'est de la responsabilité de l'État. Donc vous dites qu'on vole? Oui, oui. C'est de la responsabilité de l'État. Et dans notre cas, du ministère de la Santé, de voir comment résoudre ce problème. Comment peut-on voler son... Bon, je peux comprendre comme médecin, comme on l'a dit déjà, avec les exemples que vous avez évoqués, ça peut arriver, mais expliquez-nous comment quelqu'un peut arriver à voler un rein à quelqu'un d'autre. Moi, je vous recommande d'inviter, je vous suggère d'inviter un chirurgien à cette émission. Les chirurgiens sont certainement mieux qualifiés pour vous expliquer comment cela pourrait se faire, dans quel délai. Vous voyez, le chirurgien peut prélever un rein et partir avec. Moi, je crois que les chirurgiens sont mieux qualifiés pour discuter de ce volet avec vous. Bon, j'ai seulement fait le constat. De temps en temps à Pernier, je voyais des patients, il leur manquait un rein. Et j'en ai parlé, ça fait plus de 5 ans, au docteur Yolène Sureda. Donc c'est un problème extrêmement sérieux. Oui, vous avez raison de le dire, docteur, d'autant qu'il y a un médecin qui vient de m'envoyer une petite note, pas pour prendre le contre-pied de ce que vous avez affirmé, mais pour dire d'abord qu'il est néphrologue et qu'il veut nous dire que c'est toujours possible, le trafic d'organes, mais aussi c'est très difficile. Cela requiert de toute une équipe bien entraînée dans ce domaine. Si le médecin en question veut bien, je pourrais lui poser une ou deux petites questions. Ou éventuellement l'inviter. Moi, j'ai seulement fait le constat. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus. J'ai fait ce constat, j'en ai parlé longuement au docteur Yolène Sureda. Donc, je fais une échographie pour un patient, pour une patiente, et je me rends compte qu'il y a un seul rein. Quand je lui demande, vous avez été opéré? Elle dit, non, je n'ai pas été opéré, j'ai un problème d'appendicite, je n'ai jamais eu de problème au rein. Et en général, quand je constate qu'il y a un rein qui n'est pas là, j'en parle au patient. C'est tout ce que je peux dire. Mais le néphrologue, il est mieux qualifié pour vous expliquer, enfin, en détail, comment on pourrait prélever le rein. Vous ne pouvez même pas nous dire un petit mot sur ce que cela requiert en termes de moyens, d'équipement, de ressources? Je ne suis pas du tout compétent pour répondre à cette question. Disons, humblement, je suis totalement incompétent dans ce domaine. Maintenant, quelles sont les précautions à prendre, docteur? Là, si nous voulons, si nous ne voulons pas prêcher dans le désert, si nous voulons être utiles au public, à ceux qui nous suivent ce matin, que faire? Moi, je dis souvent, il faut toujours choisir son médecin et son banquier. Il faut toujours choisir son médecin et son banquier. Ça veut dire quoi? Faites-vous guider par un médecin qui est proche de votre famille. Il prendra les précautions nécessaires. Faites-vous guider par un médecin qui est proche de la famille. Avec votre permission, docteur, j'appelle le médecin en question pour une ou deux petites questions à ce sujet, parce que ça devrait quand même intéresser... Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à une ou deux petites questions de Métropole, docteur. Merci à vous de m'inviter. Oui. Alors, docteur, enlever un rein, c'est un exercice de 60 minutes environ. Mais qu'est-ce que cela requiert en termes d'équipement, de ressources humaines, par exemple? Bon, c'est pas aussi facile de le faire. Et il faut avoir un médecin spécialiste dans ce domaine. Je veux dire exactement, c'est pas seulement un chirurgien, mais c'est quelqu'un qui se sert de la matière pour prendre les reins ou autres organes. On peut sortir jusqu'à 12 organes de corps humain et pour faire ce greffe. Donc, il faut quand même quelqu'un qui a de l'expertise dans la matière. Et cet organe doit se prendre à une certaine température. Ça doit se transférer à l'autre patient. Et il y a des médicaments également pour permettre que
cette opération succède. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. Oui, là, mais docteur, là, vous nous parlez de transplantation. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la greffe, c'est exactement ça. Cette transplantation, il faut prendre le rein et puis il faut le donner à quelqu'un d'autre. Oui, mais dans le cas de vol de rein, docteur. Oui, mais c'est à quelle fin alors? C'est pour transférer à un autre patient. Ça, Oui, mais pas nécessairement un patient sur place. Le patient doit être sur place et l'autre patient exactement. Donc, on doit s'arranger pour que ce rein arrive à l'autre patient. Donc ça peut se faire sur place ou on peut prendre le rein, mais il y a une façon de conserver ce rein pour arriver à ce patient, à l'autre patient qu'on doit faire ce transfert. Et cet autre patient-là, est-ce que nécessairement il doit être dans le même pays ou il doit être ailleurs? Je dirais que oui. Ou bien pas si loin. On pourrait dire d'Haïti à Saint-Domingue, mais c'est pas si loin quand même. On doit conserver son organe. Donc là, vous mettez en doute les informations qui font croire que des chefs de gang pourraient s'adonner à cette pratique à des fins commerciales. Mais très difficile. Là, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer et on peut se calmer, non? Je ne crois pas qu'on doit s'alarmer parce que ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile et on n'a pas... Ces chirurgiens, ce n'est pas aussi facile de les trouver également. Ce sont des gens qui sont bien entraînés pour prendre ces organes et je dois dire exactement 12 organes qu'on peut prendre du corps humain et pour faire cette transplantation. OK. Il y a un article de médias internationaux qui a fait état de d'une possible augmentation de ce trafic en Haïti. Est-ce que je peux, étant donné qu'il y a du désordre un peu partout, c'est le chaos, tout est possible aujourd'hui. Selon vous, cette information-là mérite d'être approfondie avant d'en faire état. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Tout à fait. Et le cas de gens qui arrivent de l'étranger avec un rein manquant, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut arriver également. Donc, et avec là, on pourrait avoir des médecins qui sont qualifiés qui pourront faire cette procédure. Donc, ça peut s'arriver à l'étranger, donc peut-être avec des médecins qualifiés, des chirurgiens qualifiés. Et ces chirurgiens font seulement ça. Ce sont des chirurgiens qui font seulement des transplantations. Donc ça peut arriver. Non, mais le patient a un rein manquant, n'avait aucun problème antérieurement, aucun problème au niveau des reins antérieurement, docteur. Oui, donc ça peut arriver. Si ça arrive, donc le patient doit se rendre à son médecin pour voir exactement ce qui s'est passé, quelque chose s'est passé. Possibilité aussi. Donc ça peut arriver, donc le patient devrait voir son médecin ou bien le chirurgien qui a fait l'opération pour voir exactement ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas n'importe qui peut faire cette opération, c'est pas le chirurgien qui peut faire cette opération. Est-ce que, à ce niveau-là, est-ce que si ça se présente, on peut aussi intenter une action en justice contre l'hôpital, contre le médecin, tout ça? Tout à fait. Mais maintenant, docteur, pour continuer à aider les gens à être utiles, qu'est-ce qu'on fait? Si j'ai un problème de ce genre, je me fais accompagner de mon propre médecin ou bien? Il faut vérifier avant de se faire accompagner de son médecin et pour voir ce qui s'est passé. C'est pas possible quand même. Merci beaucoup, docteur. Merci, madame. C'est docteur Julien Sanon, merci infiniment. Oui. Vous permettez que j'accueille un autre médecin? Oui. Si un chirurgien qui peut venir, ce serait intéressant. Oui. Et docteur Marie-Antoinette Gauthier, bonjour. Moi, je crois qu'il faut faire le débat. Oui, docteur Marie-Antoinette Gauthier, vous suivez l'émission? Oui, je suis en train de suivre. OK. Permettez que je vous dise que sans avoir votre
permission, votre autorisation préalable, je vous mets en onde. Pas de problème. Oui, on y va. Ok. Et votre appréciation personnelle de la question. Je sais que vous êtes chirurgienne aussi, non? Elle est chirurgienne. Oui, je suis chirurgien général. Très bien. Et comment vous comprenez le sujet du jour? Écoutez, Wendell, j'ai suivi avec attention l'intervention du gériatre, du cardiologue gériatre. Et je le salue, ça me fait plaisir. Et j'ai suivi l'intervention du néphrologue. OK. Ce que je peux dire comme chirurgien général, c'est que pour répondre à la question, à l'intervention, pour apporter un commentaire sur l'intervention du gériatre, les cas qu'il a mentionnés de néphrectomie sans que la personne le sache, je peux dire que par exemple en urgence, il peut arriver que l'on reçoive quelqu'un, soit qui a reçu une plaie par balle ou un accidenté de la circulation, en chirurgie générale, que nous soyons obligés de procéder à une néphrectomie. Parce qu'il y a possibilité de faire la néphrectomie partielle, mais si le cas nécessite de faire une néphrectomie totale, et par nécessité. Par nécessité, vous comprenez? Très bien. C'est important. Le temps d'avoir l'urologue pour venir voir. En général, quand ceci arrive, on doit vérifier si notre rein fonctionne. Il y a des examens à faire en préopératoire, mais des fois, le cas ne nécessite pas. Le cas les structures ne sont pas existantes en salle d'opération pour la plupart des hôpitaux en Haïti. Et le plus souvent, on est obligé de procéder à la néphrectomie totale parce que le rein est complètement étamoué et embouilli. Eh bien, ça peut arriver que la personne aux États-Unis, ça peut arriver qu'on fasse une néphrectomie comme ça en urgence chez ces gens-là, mais les Haïtiens font le baroudage. Peut-être qu'en posant la question, les gens ne répondent pas vraiment parce que, vous savez, des fois, on ne dit pas la vérité. Peut-être qu'on leur a dit après l'intervention qu'on a procédé, parce que c'est un devoir pour le chirurgien d'avertir les parents que, voilà, on a trouvé un rein embouilli, on était obligé de procéder à la néphrectomie. Et puis ça peut arriver comme ça que ce patient arrive ici et que le docteur, le gériatre l'accueille à sa clinique et puis il a une néphrectomie. Vous comprenez? Est-ce que vous avez bien compris mon message? Très bien, on comprend. Ça veut dire que... Mais maintenant, pour répondre à l'intervention du néphrologue, ce que je peux dire, je crois que je t'en avais parlé, Wendell, c'est que on ne sait pas si probablement si ça se fait ici, c'est qu'il y a au moins un minimum de structure sanitaire. Un minimum de structure sanitaire pour le faire. C'est-à-dire que il faut une organisation. Et comme j'ai entendu parler hier, j'ai quelqu'un qui disait qu'au niveau du Sud-Est, on avait pris tous les fous et il est au courant. C'est quelqu'un des droits humains, oui, qui disait ça. Et on leur avait enlevé des organes. Donc j'espère que mon intervention en tant que chirurgien général, c'est peut-être pour apaiser les gens aussi que je dis ça. Mais il peut arriver que de manière artisanale, qu'on enlève les organes et qu'il y ait tout de suite quelqu'un à recueillir et à conditionner cet organe. On ne sait pas. Ça peut arriver aussi. On ne sait pas. Mais il faut un minimum de structure organisationnelle. Très bien. OK? J'espère avoir répondu, Merci. Mon commentaire a été bien reçu. En tant que chirurgien général, je voulais apporter ce point de vue. Merci bien, docteur, d'avoir jugé bon, je dirais, d'intervenir pour apporter votre grain. Oui. Et merci infiniment. Passez une bonne journée. Il faut que les gens... Alors, j'ajoute qu'il faut sensibiliser les gens pour leur dire qu'après une intervention en urgence, le médecin, le chirurgien se doit de fournir des explications.
au patient ou à la famille du patient. Oui. Donc, je trouverais ça drôle que ces gens ne soient pas au courant. D'ailleurs, qu'on leur a enlevé le foie. C'est ça. Vous comprenez? Le docteur. Mais comme l'haïtien ne dit pas toujours la vérité, donc je parle. Ok, Wonder. Merci, docteur. À bientôt. Merci de m'avoir continué parce que je suis en route et je ne sais pas si le message est bien reçu. Bien reçu. Bien reçu. Bye bye. Un commentaire, docteur? Non. Je vous l'avais dit, hein, vous voyez, donc vous avez des gens beaucoup plus compétents, donc pour nous donner tous les détails. Mais le constat, comme je l'avais fait à Pernier, j'en ai parlé longuement au docteur Subena, mais moi je crois qu'il y a probablement plus de peur que de mal. Mais la question mérite d'être débattue. Ceci est fondamental, la question mérite d'être débattue. Alors, aucun des intervenants à l'émission ce matin n'a rejeté votre approche, sauf qu'ils nous ont dit que c'est possible, mais voilà comment on pourrait expliquer un tel manque, je dirais, de reins observé, constaté à travers la sonographie, c'est ça? C'est ça. Moi, je parle de constat. De constat. Moi, je parle de constat et cela m'avait interpellé. C'est pour ça que j'en ai longuement parlé au docteur Yolette Surina. Je parle de constat. C'est ça. Merci, docteur. On va faire la pause et puis on reviendra maintenant pour nous parler du centre de cardio-gériatrie. De cardio-gériatre. Ou cardio-gériatrie. Gériatrie, cardio-gériatrie. C'est ça. Merci encore une fois, docteur. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de docteur Gédéon Angelin, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le docteur Gédéon Angelin, cardio-gériatre, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Et docteur, matin là, il y a un petit peu paniqué, malgré que nous tentons de rassurer Mounio. Intervention de médecins, il y a quelques instants, c'était pour rassurer aussi le public. Mais on n'a pas l'impression que préoccupations ont toujours été. Permettez qu'avant de faire commentaire sur ça, que je remercie deux collègues, parce que j'aime insister. C'est constat me fait. Moi, il y a des patients qui sont à l'étranger que moi, je fais sonographique pas rien, mais deux collègues ont clarifié pour nous. Mais le problème non, il est complexe. Et le problème est extrêmement complexe. Pensez extrêmement complexe. Et ils ont rassuré nous, même penser son problème pour qu'il approfondisse. Il faut qu'il approfondisse, il faut qu'il y ait un pivéatif. Docteur, un point que l'évoquait, alors on va parler du docteur Gauthier, un point que l'évoquait, intervention artisanale, qui est capable de faire sous mon tout, moyennant que le relais puisse être assuré par un professionnel. Et là encore, est-ce que c'est pas plus grave toujours? C'est ça. Donc ça expliquait que le problème est complexe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que nous soulevons le problème. Non? Donc, autorité, ses responsabilités, puis assurer que nos structures de santé n'ont rien côté approprié, des autres ça n'a pas fait. Si. Par contre, seconde opinion à ça, docteur, mais c'est aussi ça que en pays haïtien observé, c'est des gens, par exemple, qui ont découvert des cadavres, ont découvert d'un côté quelqu'un qui est calciné, un peu le monde brûlé, et il y a des gens qui t'a même fait croire que c'est pour dissimuler, si vous voulez, des bagailles drôles qui peut-être étaient faites avant. Même de même que ils ont rapporté que des gens nous joignent en partie dans le corps, comme si l'estomac ouvert, côté il y a des cavités qui ont laissé. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas des bagailles qui t'a fait de façon innocente. Tout comme tout, il y a des gens qui disent qu'on a utilisé cœur ou mounio pour, par exemple, pour des bails, sorcellerie et autres. Qui sont capables de dire? Mais c'est ça, avec même prudence scientifique, là, et même militaire m'a répondu. Et ce n'est pas un domaine de spécialité. Le fait que je me fais constat, ça t'a interpellé. Et l'homme te fait constat, je ne pouvais pas dormir. C'est pour ça que le docteur Surina vous dit, mais ça, moi. Mais maintenant, les complexes. Je pense que c'est ça qui est important, c'est soulever la question pour que la société soit consciente qu'il y a un problème et à regarder ça gagne. Les gens qui sont compétents,
gens qui placés pour ça, je pense donc au moins question à interpeller. C'est ça que nous avons souhaité. Okay. C'est ça que nous avons souhaité. Maintenant, docteur, on allait dans le domaine noir. Exactement. La cardiogériatrie. Je me sens beaucoup plus heureux. Oui, nous avons essayé de définir discipline ça et dans le commencement émission. C'est la cardiologie des personnes âgées. La cardiologie des personnes âgées. C'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, c'est monde qui... Bon, bien que je dis que maladie cardiaque, docteur, il commence à répandre sérieusement, même sous jeunes monde. Mais il y a un problème au gain, et moi, ouais ça. Et il y a un problème au gain, c'est que c'est stressant. Pour énormément de raisons, la vie vient plus stressant. Ce n'est pas seulement en Haïti, c'est quasiment dans tout le pays. Qui ça qui explique ça? Ça, c'est notre question. Mais jeunes, ils développent un pile de palpitations. Ils ont pile de palpitations qui sont liées à stress. Qui est vraiment liées à stress. Est-ce que vous dites, docteur, à partir du moment où il y a une palpitation, vous attendez que bientôt il y ait des problèmes cardiaques? Pas nécessairement. Mais si vous avez des palpitations répétées à longueur de journée, eh bien, vous ne pas contrôler, vous êtes capable progressivement avancer vers un bagage pas souhaité. Il faut dégager pour contrôler. Et le stress, c'est un facteur qui est important. Non. Il y a 5 facteurs, il y a 5 paramètres qui sont importants pour maîtriser la pathologie cardiaque. L'un dit maîtriser, non pas bon Dieu. Il y a des bagages qui ne sont pas maîtriser à 100%. Le stress, il faut maîtriser. Les gens qui calment. Donc, les gens qui ont développé des problèmes cardiaques beaucoup moins que les gens qui ne sont pas calmes. L'autre dit qui pas calme, on parle de gens qui sont nerveux. Les gens qui sont nerveux, c'est évident. Donc, ou un stress, ou un cigarette, ou un tabac, ou un régime, il faut jouer sur le régime, et puis exercice physique. Ça c'est des paramètres importants pour faire prévention maladie et moi, je pense que tu as pas dit, docteur, si nous recevons une nouvelle choc, la mesangère, que je rabatte son tranquillisant, achetons à la pharmacie, achetons calmement. Son bagage passager lié. Son bagage passager ça. On a fait ça alors? Son bagage passager lié. Ou pas empêcher personne de noyer chagrin ou non tirom. Son bagage passager lié, c'est pas ça le bon problème là. Mais on a quelqu'un qui se gave d'alcool à longueur de journée, on a fumé à l'énet, qui est sédentaire, qui n'a pas fait exercice physique, ventre gland grosseur, qui n'a pas fait exercice physique, il est normal que vous développez une pathologie cardiaque. On t'y bosse, donc. Et ça dépend. Cocaïne, c'est un bail qui est extrêmement dangereux. Zeb, marijuana. Je ne connais pas. Je ne pas rentrer dans ça, je ne connais pas. Mais moi, par exemple, japonais, pour qui ça japonais vivent longtemps? Ou bien des gens au Japon qui ont 75 ans, ou bien l'impression que c'est des jeunes. Vous voyez? Parce que le Japon, c'est un pays tous les matins qui fait jogging. Oui. Tous les matins, ce qui n'est pas possible pour un monde qui vit dans Port-au-Prince, je dis. Ou qui a toujours fait le tour. Dans la cour, moi, je fais des exercices chaque matin, je fais des exercices chaque soir, même pas sorti. La marche, son paquet de bagages liés. Et bien dans la cour, quand on fait les 100, pour faire 30 minutes, on fait les 100 par tous les matins, on fait prévention des maladies cardiaques. Et Mabdo, dans la clinique cardiogériatrie de la 60 ans, il y a une bagaille que je fais, c'est que mon petit code spécial, moi, je suis patient. Ou qu'on fait soit la corde, ou qu'on fait exercice physique. Exercice physique, c'est le premier médicament pour les gens qui ont avancé en âge. Évidemment, si on a une douleur, une arthrite, il y a une autre forme d'exercice où on fait le fait. C'est fondamental. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur bat bien. Quantité de sang, quand on a tripio, il y a les plus bien. Ou digérer plus bien. Quantité de sang, quand on a yeux, il y a les plus bien. Ou est plus bien. Quantité de sang, quand on a cerveau, il réfléchit plus bien. Donc, exercice physique, c'est un bagage fondamental. C'est, d'ailleurs, le prescrit. Souvent, dans la prescription, moi, je mets exercice physique comme son médicament, mais qui n'est pas dans la pharmacie. Parce que les bons bien-être généralisé, c'est le premier médicament pour nous prescrire chez les personnes âgées. Ça permet de bien vieillir. Alors, là, on a parlé de personnes âgées, hein, docteur. C'est comme si nous avions une catégorie de monde qui n'est pas concerné. À partir de qui, là? Mais pas oublier que, problème, même si il y a le stress, c'est aussi, mais plus soit pas avancé en âge, plus soit vieillir. Nous, on définit personnes âgées. Troisième âge, nous dit 65 ans. Mais il faut faire différence entre âge chronologique et âge biologique. C'est fondamental, mais si c'est sous lui.
Il y a des gens qui ont 55 ans. Non, mais est-ce que vous connaissez la obligé de temps que j'ai 60 ans pour commencer? Non. Vous avez intérêt à faire check-up pour regarder comment le cœur est. Parce que ça ne dérange absolument rien qu'on fasse un électrocardiogramme de base, ou font un échocardio ou un état cœur. Ça ne pas déranger rien qu'on fasse un bilan, ou fait glycémie, ou fait bilan lipidique. Ça ne pas déranger, au contraire, c'est une bonne chose. Ou bien ça en ligne de base. En ligne de base. Mais pour l'âge là, non seulement relativiser, qu'il y a des gens qui ont 55 ans, en nombre d'années, mais l'âge biologique, mon tellement vieilli, il vaut 70 ans. Ce qui fait que, et cardiogériatrie, c'est vrai, on dit définition formelle, c'est 65 ans, mais l'on quitter 55, on va rentrer dans 60 ans, on va avancer. Non, pour cardiogériatrie. Un auditeur qui dans 60 là qui m'a demandé pour me poser une question pour lui. Oui. Il dit il a 60 ans, mais il qu'elle a battu autour de 62 pulsations par minute. Qu'est-ce que vous pensez? Il est difficile pour me répondre à la question ça et pour un patient que je ne sais pas. Mais je vais tenter une réponse. Là où les patients comprennent bien, je vais tenter une réponse. Nous, quelle définition nous gagnons de fréquence cardiaque? Enfin, fréquence cardiaque là pour nous-mêmes, elle est normale, statistiquement parlant, entre 60 et 100. Moi, je dis bien statistiquement parlant. Tout le monde qui fait statistique à l'école, nous apprend la courbe de Gauss. Il y a extrême. Quand il y a un monde qui a 55 cœurs battent à 55 par minute, on n'a pas gagné parce que son sportif lié. Parce que son jeune qui a monté monde tout le temps. Un monde qui doit avoir un cœur qui bat à 110 par minute pendant 15-20 minutes parce que ça c'était une mauvaise nouvelle qu'il prend. Donc il est relativisé. Nous dit fréquence cardiaque est de 60 à 100. 62, nous pas défini 62 tant qu'on fréquence anormale, nous considérons son fréquence normale liée, mais il faut prendre chaque monde au cas par cas. Un monde qui doit avoir 55 non normal. Donc, mais statistiquement, là, nous faisons un échantillon. Toute étude qui fait tout, c'est entre 60 et 100 que nous considérons fréquence cardiaque normale. Mais 62 rentrer dans l'intervalle en fréquence cardiaque qui est normale. L'autre auditeur qui dit pour me demander ça pour lui, de manière fonctionnelle, comment le diabète peut causer des crises cardiaques? Et il y a une approche qui gagne aujourd'hui en cardiogériatrie. Nous avons tendance à considérer le diabète comme une maladie cardiovasculaire parce que le diabète a tellement de complications cardiovasculaires. Pour reprendre, en cardiogériatrie, nous considérons le diabète comme une maladie cardiovasculaire pour qui c'est parce que le diabète a tellement de complications cardiovasculaires. Mais ce n'est pas le cas. Il ne l'est pas. Non. Moi, diabète tellement. Non, diabète, nous résoudre un problème endocrinien. Mais nous-mêmes dans la cardiogériatrie, nous considérons le diabète comme une maladie cardiovasculaire. Parce qu'il y a tellement de conséquences. Par exemple, récemment, j'ai eu une discussion avec des collègues de l'université de Malaga, en Espagne. Ils font un cours de cardiologie, ils ont un chapitre, ils ont le diabète et maladie cardiovasculaire. OK. Donc, diabète, vraiment, conséquences cardiovasculaires, en pile. On fait diabète, conséquences cardiovasculaires, en pile. On ne pas maîtriser la glycémie, donc, on peut avancer vers. Non. N'importe quoi. Non. Diabète a secoué le système cardiovasculaire. Là, par exemple, diabétique, là, on mal géré le diabète, là, ou comme au matin, ou on orteils, il commence à noir. Les orteils commencent à noir parce que tout simplement. Circulation va faire. Il n'est pas fait. Non. Diabète, nous-mêmes en cardiogériatrie, pour les gens qui ont plus que 55-60 ans, nous considérons le diabète comme une maladie cardiovasculaire. Donc, un monde qui fait diabète, c'est vraiment prendre le point très au sérieux, exercice physique, régime. Et ça ne pas déranger, font check-up régulièrement pour garder glycémie ou hémoglobine glycosylée pour maîtriser le diabète. Par exemple, grand frère font pic diabétique. On seule fois, il n'a pas jamais fait diabète encore. Il n'a pas jamais monté encore. Contrôler, monsieur, ça fait 10 ans, il n'a pas jamais pic. Un matin, il me dit, mon grand frère, la machine n'est disposée. Sucre 800. Moi, les docteurs, téléphone portable, là déjà, nous discuté. Quand frère mon régime, il n'a pas jamais fait pic diabète encore. Alors, régime non seulement, docteur? Régime, il était pour un médicament pendant un certain temps, qu'on a sauté son médicament, il y a des régimes exercice physique et le contrôle de glycémie assez régulièrement. Et il réduit tout ça gain comme environnement de stress. Tout. Ah, OK. Il n'a pas fait nouvelle. Il non. Il fait musique. Non. Il réduit tout environnement de stress. Alors,
je crois que la question ça a vraiment concerné ces jours-ci. Nous, bon, l'incapable de toujours comme ça. Même d'avoir l'impression qu'il y a des nouvelles qui viennent joindre non plus, surtout leur en contact avec un pile monde connaît ou un pile monde bien avec eux. C'est de temps en temps, il y a informé que il y a un monde qui t'a dormi, il est mort, ou il pas levé. Moi, j'ai l'impression que c'est devenu, alors on va dire si c'est le cas, que c'est devenu monnaie courante, et même plus que d'habitude, plus qu'avant, une impression. Est-ce que vous faites constat vous-même? Sinon, qui est capable de faire ça? Est-ce que le normal? Moi, je n'ai pas fait constat. Mais arrêt cardiaque, on peut faire à n'importe quel moment. J'ai assez d'humilité pour nous dire que la science a une limite. Donc, la science a une limite. Nous-mêmes, chacun a son sévi, a ses vaudouisants, a ses chrétiens, moi-même qui suis catholique ou orthodoxe, m'assumer que la science a une limite. Mais, une des choses qui est importante, c'est que, lorsqu'il y a 40 ans, on partit mon petit, lorsqu'il y a 50 ans, on partit mon petit, il est bon pour un bilan de base. Et nos électros, un petit côté nous élevé, je ne vais pas plus d'explications, il y a des choses pour si famille Mounsa a une histoire de mort subite là-dedans. Ça me dit, il y a des bagailles de base qu'il faut faire, mais si pas jamais un bilan de base, il faut un bilan de base capable de comment l'état de santé est, et le ça, puis écoute point devant. Mais qui explication qu'a expliqué, qui ça qu'a expliqué mort subite, il y a toute qualité cause qui a expliqué lui. Mais moi-même m'encourage mon yo, l'entrée dans 40 ans, il faut faire un bilan de la quarantaine. Au moins un électro de base. Depuis que arrêté c'est fini. Au moins un électro de base. Nous-mêmes dans la culture pas nous n'avons pas fait bilan. C'est le malade dans la caille docteur. Oui. Donc, le bilan de la quarantaine, il faut faire. Le bilan de la cinquantaine, il faut faire. Ouais. Et font visite médicale chaque 6 mois, il faut faire. Ça permet que une idée, ou une ligne de base, là, et le sort qu'on est qui. Donc là, on dit qu'il y a une possibilité pour éviter mort subite. Gagner et pas oublier, m'a pour dire ça encore. Et on dit, c'est illustré par exemple. Par exemple, dans la famille, on connaît une histoire de mort subite. Histoire de mort subite dans la famille. Bon, histoire de mort subite. Je prends pour exemple. Si je fais tant qu'on me fait chez ma cœur, et puis, dans le cœur, on va évoluer septembre. On nous dit septembre, dans gros, en pile, on va jamais connaître. Et le cœur a fait mouvement, septembre, dans bouché côté pour s'en sortir. On imagine mes cœurs, un point cœur comme ça, regardez même, s'il vous plaît. Septembre, dans mi-temps, les gros en pile, on pas connaît. Peut-être que si on te fait un bilan, on te fait une échocardiographie, on te fait septembre dans gros, et le ça, on te référé à un chirurgien cardiaque aux États-Unis, République dominicaine, qui t'a regardé comment il t'a réduit. Et puis c'est septembre, non. Mouvement septembre, non, il y a bouché côté pour s'en sortir dans la route, non. Et puis, voilà. C'est dans des choses possibles. Donc, moi, relativiser. Alors, il rapporté qu'il y a des gens qui n'ont jamais aucun symptôme, rien du tout, et puis l'abdomen, et puis à un moment donné, il y a des gens qui ont bataillé avec la vie jusqu'à les mourir. Ah, mais c'est ça, on imagine septembre dans tes groupes, pour une raison ou pour l'autre, septembre pas de jambes font un mouvement pour aller boucher côté pour s'en sortir. Ça me dit, c'est que pendant qu'on a pour relativiser, mais les fondamentales pour le monde, toujours un bilan de base qui permet de qui direction à prendre, bien que la vie pas dépend de nous à 100%. Mais minimum, il faut apprendre à faire bilan de la quarantaine, bilan 45 ans, bilan annuel, mais non pas fait yo. C'est pas culture, pas nous ça. En tant que catholique orthodoxe, ou pas quoi dans question et comme ça pour te mourir. Non. Ou pas quoi que c'est capable de mourir subite et que tu n'es pas obligé de mourir subite. Et moi convaincu que scientifiquement, il y a un paquet de cas de mortalité évitable. Définitivement, un paquet de cas de mortalité évitable. Donc la science d'accord avec ça. Donc, si nous comparons les statistiques, les gens qui font visite annuelle à la docteur, qui fait bilan régulièrement, en général, ils vivent plus longtemps. Ils vivent plus longtemps. Que les gens qui ne sont pas jamais allés, qui ne disent pas jamais malade, et puis ils font ça tomber. Donc, maintenant, d'abord,
clinique cardio-gériatrie ou là, qui côté lié? L'Inandelma 60 numéro 6 et l'intégré à activité centre vivre ensemble. OK. Est-ce que c'est monde qui a un petit problème cœur ou bien qui recevoir la donnée ou bien monde qui a 50 ans, 55, 40 ou bien est-ce que faut diabétique ou bien faut hypertendu pour recevoir monde la donne? Cardio-gériatrie sont carrefour entre cardiologie et gériatrie. Je l'ai dit, même ou une formation spécialisée en cardio-gériatrie, mais on mon âgé qui a une douleur dans le genou, on a assez de compétences pour elle. Un jeune, par exemple, qui a une histoire de palpitation, 40 ans, on a assez de compétences pour elle. Mais compétences spécifiques, là, c'est pour cardio-gériatrie. C'est pour cardio-gériatrie. Qu'est-ce que vous offrez comme service? Oh, nous gagnons toute gamme pour cardiologie de base. Là. Électrocardiogramme, échocardio, holter, nous gagnons toute gamme pour cardiologie de base. Pour cardiologie de base. Et rêve nous, c'est rapidement faire transfert de savoir-faire pour jeunes médecins, pour que au cas aller vers l'électrophysiologie. Mon médecin capitaine des millions dit m'a privé, pas privé. J'ai d'excellents rapports avec les Dominicains. D'excellents rapports avec les Dominicains. 24 heures, c'est mon urgence. Et mon nom fait électrophysiologie en République dominicaine. Je vais m'expliquer ça qu'est l'électrophysiologie. Là, nous faisons électro et que le rythme cardiaque là, il y a tendance pour le gailler, lundi gailler, on prend pour prendre toute direction. Et que les médicaments nous connaissons pas, il n'y a pas de bon résultat. Le ça, un sous-spécialiste en cardiologie, il est électrophysiologiste. Lui-même, lui passe des débats spéciaux, il fait pour, il fait ça, il quand même fait ça, il a électrocardiographie endocavitaire. Il a un petit fil, il donne dans le cœur. Et il y a des côtés, par exemple, dans le cœur qui doit marcher mal. Parce que pas oublier qu'il y a une centrale électrique qui conduit courant, il y a des côtés qui marchent mal, l'électrophysiologiste a regardé, c'est pour le faire ça, une ablation, il fait pour résoudre le problème. Même toujours de dire que toute intervention est capable de complications. Nous suffisamment équipés pour ça? Oui. Non, nous pas fait intervention ça. Okay. Mais nous avons des collègues, 24-48 heures, nous voyons dans la République dominicaine pour faire, espérant que d'ici 2 ans, collègues étrangers nous viennent faire transfert savoir-faire là pour nous. C'est coûteux? Et oui, mais en général, on toujours joindre des organisations qui font subvention. Par exemple, nous travaillons avec Cardiostat International. Si nous avons par exemple un monde qui a besoin de chirurgie cardiaque, on dit, nous faisons sonographie que nous rendons compte que valvio, il a dansé, salsa. Donc, il y a insuffisance, il faut danser salsa. Et bien, nous, les Cardiostat, rapidement, qui le fait mission République dominicaine, les opérer Mounza. Il y a toute formule, changer opportunité. Il y a Haiti Cardiac Alliance, qui ici tout, c'est des gens qui travaillent avec eux. Lorsqu'il y a des cas qui dépassent, il y a des mécanismes pour prendre en charge. Mais rêve là, c'est assurer nous que d'ici 2 ans, 3 ans, transfert de compétences sera fait. Parce que c'est douloureux. Oui, mais dans quel point nous sommes là? C'est que, vous dites dans 2 ou 3 ans, est-ce que le premier jalon a commencé à poser déjà? Oui. Exemple, le Sud-Est. Parce que la première étape, c'est former personnel de base en lecture d'électrocardiogramme et en échocardiographie de base. Dans le Sud-Est, la vallée, moi, fier vous me dire ça, c'est mon la vallée Jacmel, Centre Santé Félissane, Misac, son monal Misac, ou à font électro, ou à font échocardio de base, et à vous voyez vidéo, moi sans problème. Parce que me fait 1 an de formation avec eux régulièrement, il va prendre l'électro et faire échocardio de base. Maintenant, l'objectif là, c'est assurer nous que d'ici 1 an, 1 an et demi, nous avons au moins 10 côtés en périphérie qui a fait ça. Moi, je vois l'île de la Tortue, moi, l'île de la Gonave, pas parce que nous sommes insulaires seulement, non, maman originaire de la Tortue, mais parce que je pensais que les gens qui sont en périphérie, c'est eux pour nous donner priorité. Parce que les gens qui sont dans l'ouest, ils ont plus facile d'accès à un cardiologue, un cardiogériatre. Donc, on a commencé par la périphérie. L'idée, c'est faire transfert de compétences. C'est ça qui fait coup électrocardiographie que nous faisons, mettez-les sous vidéo, partagez-les avec eux, il y a formé tête. Si il y a des débat qui est compliqué, nous faisons vidéoconférence et nous aidons à faire prise en charge. Maintenant, pour chirurgie cardiaque, bataille en route, financement en route, pour que si ton problème de sécurité en résoudre, nous avons des étrangers qui viennent pour développer chirurgie cardiaque. Et la fait surtout dans le cadre de partenariat privé. Je me dis partenariat, enfin, et je me dis dans le cadre surtout secteur privé. Parce qu'il y a des hôpitaux, comme l'hôpital Biraka
que nous avons d'excellentes relations avec le Nord-Ouest, qui ont un bon plateau technique. Deux petites questions rapides, docteur Bonifidi, parce que le arrêt oui. Quelle est la durée de vie d'une personne ayant subi une intervention au niveau du cœur? Oh, question ça, malheureusement, donc, je n'ai pas de réponse dans la tête, malheureusement, mais chirurgie cardiaque, a d'excellents résultats. L'un d'excellents résultats, récemment par exemple, on a une valve aortique qui est bouchée, un professeur en France avec une onde ultrasonore, il est débouché. Chirurgie cardiaque vraiment développée. Et je suis capable d'eau, par exemple, je connais des gens, ça c'est une expérience PAM, qui te mettent pacemaker, par exemple, là, pour l'autre bagaille, par chirurgie cardiaque, qui mettent pacemaker à 40 ans et qui vivent 97 ans. Moi, je n'ai pas un chiffre dans la tête exactement, mais je suis quasiment capable de vie normale. Ok, mais avant la chirurgie, il y a des gens qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Prise en charge d'insuffisance cardiaque, il fait bien. Il fait bien, je vous dis. Insuffisance pas non, c'est que moyen est tellement petit. Moyen est tellement petit que il n'y a pas qu'à payer coût. Et c'est ça qui explique les pays pauvres tout. Tout ça gain comme appareillage, il a tellement coûté cher. Parce que dans tout pays, il y a fermé cardiologie et cardiogériatrie. Pays, par exemple, qui a un système qui est socialisé, autant pour la France, tout le monde a une opportunité. Mais prendre une insuffisance cardiaque en charge, il est lourd pour le patient. Et ce qui est plus facile, c'est la communauté. On veut dire taxe, l'État, pour aider les patients à Québec. Pour terminer, docteur, rapport entre le café et le cœur. Et je réponds avec, c'est une anecdote. Un dernier article scientifique qui était sorti, et qui dit on t'y classe café, on t'y classe du vin pas déranger. Mais ce qui est certain, c'est que le café est un excitant, l'excès en toute nuit. C'est une question d'excès tout simplement. Il va la boire l'alcool tout. À un moment donné, tout le monde, tout étudiant, enfin, dans le premier temps, c'était recommandé de ne pas prendre l'alcool du tout, mais commencer à y avoir des contradictions qui montraient qu'un petit peu de vin fait du bien au cœur. Donc, nous pas réponse pas absolue, mais c'est une question de modération. C'est une question de modération, mais... Donc, on continue d'être pas jour, pas de problème. Par contre, c'est pas trop, mais c'est une question de modération. Donc, il faut faire toute bagarre avec modération. Et qui veut aller loin? Ménage sans mentir. C'est un plaisir de vous avoir, docteur, pour une première participation dans Le Point. J'espère qu'on est capable de parler en l'heure et qu'on est toujours disponible pour le public de Métropole. Oui, merci. Avant d'aller, docteur, si jamais il y a un monde là qui est intéressé à entrer, parce que ça arrive même souvent, des auditeurs qui observent une émission, même si on n'a pas tout point de contact, et puis après, les demander le numéro de téléphone. Baillez une fois pour toutes, si jamais ça vous dit. Hein. Oui, non. Et moi, définis tête moi comme serviteur public, même si je ne suis pas employé d'État. Mon numéro de téléphone, c'est le 38 68 33 17. 38 68 33 17. Moi, disponible 24 heures sur 24. C'est tout pour la clinique, là, je seulement traverser mon entrée. Merci, docteur, merci. Et infiniment pour disponibilité, succès et à bientôt. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Gédéon Gelin, c'était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.